rendez-vous devant le bureau du ministre fédéral de l'Immigration vendredi. Ce qu'il dénonce, c'est que Déborah, son mari et leurs 3 enfants de 8, 5 et 3 ans soient menacés d'expulsion. Préposé aux bénéficiaires. Originaire du Nigeria, Déborah, son mari et leur fils aîné sont arrivés en 2017 au Québec via le chemin Roxham. Ils ont eu depuis 2 autres enfants et travaillent tous 2 comme préposés aux bénéficiaires à domicile à Pierrefonds auprès d'une clientèle vulnérable. We are so important to them because they need us. We put smiles on their face. Ce n'est pas vrai que le fédéral va expulser des travailleurs de la santé pendant qu'on a d'immenses pénuries de la main-d'œuvre dans ce secteur-là. Et qui font tout pour s'intégrer dans notre société, qui apprennent le français. Si on rejette des gens comme Déborah et son mari, qui on va accepter au Québec? Ça fait aucun sens. C'est absurde. Je trouve ça complètement surréaliste de penser qu'ils vont les renvoyer dans leur pays alors qu'ils ont fait leur vie ici. Après avoir été refusés comme demandeurs d'asile, ils ont appris dans les dernières semaines qu'ils faisaient l'objet d'une mesure de renvoi vers le Nigeria. Ils devront donc quitter le pays d'ici le 5 avril, à moins d'un revirement de situation. Pour les enfants, leur vie, c'est ici au Canada, c'est pas le Nigeria. Ils connaissent pas le Nigeria. Ils vont à l'école? Ils vont à l'école, c'est ça, ils parlent français. Je trouve ça juste inhumain. Il y a en ce moment des procédures, donc une deuxième demande humanitaire et évidemment une demande de permis de séjour temporaire qu'on demande à Immigration Canada pour que madame puisse rester. Alors moi j'appelle M. Miller puis je suis prêt à l'appeler tous les jours de la semaine pour lui dire, ça n'a pas de bon sens, utilisez votre pouvoir, M. Miller, vous avez un pouvoir discrétionnaire. Par courriel, le cabinet du ministre de l'Immigration répond que, bien sûr, cette situation est attristante. Nous apprécions les professionnels de la santé et nous avons besoin d'eux. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, ok. Il avait certainement remarqué via son titre, les nouvelles ne sont pas bonnes de plus en plus. Vous vous rappelez certainement, il y a de cela 2 mois, je vous avais publié cette vidéo ici dans laquelle je disais c'est fini, on ferme les portes, on n'a plus de capacité d'accueil des immigrants. Donc, c'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès, 24 000 vues, il y a de cela 2 mois. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo si ce n'est pas encore le cas, qui t'annonçait en fait que le Canada commençait à être vraiment très serré au niveau de leur capacité d'accueil. Comme le ministre l'avait dit à l'époque, on a atteint le point de non-retour. On a atteint le point de non-retour, c'est-à-dire qu'on a vraiment atteint un niveau où on n'est plus capable de supporter, on n'est plus capable d'accueillir le moindre immigrant au Québec, entre guillemets. Puis, au fur et à mesure, on a commencé à avoir comme ça quelques mesures, ok, qui ont été prises pour remédier à cette situation-là. Et c'est comme ça que je vous avais donc publié cette deuxième vidéo ici que j'avais appelée « Crise du logement, baisse importante du nombre d'étudiants étrangers au Canada pour 2 ans ». Donc, dans cette vidéo, je vous annonçais déjà comme ça les premières mesures qui étaient prises par en fait le ministre de l'Immigration qui annonçait comme ça qu'on devait baisser de 35% le nombre d'étudiants internationaux qu'on pouvait accueillir au Canada annuellement. Donc, le nombre devait donc baisser de 35%. 35%, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment beaucoup, ok, pour la province du Québec. Alors, à l'issue de cela, il y a donc d'autres mesures qui ont été prises, qui étaient également prises par le ministre, en fait, toujours pour pallier au problème de vraiment seuil de capacité et seuil de crise de logement également au Canada présentement pour résoudre ce problème-là parce que il y a des statisticiens qui ont réussi à démontrer que la crise de logement que vivent les Canadiens présentement est en lien avec la grosse hausse d'immigration, ok, le gros flux d'immigration du Canada pour les années 2023, 2022, 2021. Il y a vraiment une grosse croissance et les premières personnes qui ont vraiment été touchées, c'était les étudiants étrangers. On s'est dit donc, on va aller comme ça au niveau des étudiants étrangers, on va prendre un certain nombre de mesures comme ça pour en fait limiter l'arrivée massive des étudiants étrangers parce qu'on s'est rendu compte que contrairement aux années précédentes, on en a reçu vraiment beaucoup et donc comme première mesure, il fallait donc plafonner
le nombre d'étudiants étrangers qui devaient arriver au Canada, et ceci devait entrer en vigueur dès le 22 janvier 2024. Donc, si vous voulez, depuis le 22 janvier 2024, la plupart des étudiants internationaux qui doivent se présenter au Canada doivent présenter ce qu'on appelle une lettre d'attestation provinciale. Donc, chaque province, comme ça, a donc un quota, un seuil. Donc, avant de présenter, vous savez, lorsque vous voulez étudier au Canada, la première des choses, c'est que vous ciblez une université. Vous faites ce qu'on appelle une demande d'admission dans une université. Et avec cette lettre d'admission de l'université-là, ça vous donne comme ça l'autorisation d'aller demander votre permis d'études ou bien de visa. Sauf que désormais, ça ne sera plus le cas. Pour faire une demande de visa, il vous faudra avoir une lettre d'attestation provinciale. C'est-à-dire que les provinces vont délivrer des lettres d'attestation et une fois qu'elles auront atteint leur quota, leur seuil, elles vont simplement arrêter de mettre les lettres d'attestation pour l'année en cours, pour l'année en vigueur. Donc, au Québec, il y avait déjà ce qu'on appelait la lettre d'acceptation du Québec, qui était déjà une lettre qui était délivrée aux étudiants qui avaient pour intention de venir étudier au Québec. Donc, d'après les dernières annonces, je ne sais pas si ça a été adopté, mais le ministre voulait voir en fait avec le Québec s'il y avait possibilité en fait de considérer cette lettre d'acceptation du Québec comme la lettre d'acceptation de la province, ok, pour faire un 2 en 1, ok. Donc, ceci donc entré en vigueur depuis le 22 janvier 2024. Alors, ça va permettre donc de contrôler en fait le nombre d'étudiants qui sont acceptés dans différentes provinces au Canada et finalement de contrôler le nombre maximum d'étudiants qui pourront venir étudier au Québec. Alors, sauf que cette lettre d'acceptation, comme on peut la voir, ne s'applique pas à tout le monde. Elle s'applique certainement à la plupart des demandeurs de permis au niveau postsecondaire. Donc, le niveau postsecondaire, c'est-à-dire vraiment le niveau universitaire ou le cégep pour ce qui est du Québec, ok, et la plupart des études supérieures non diplômantes. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a également des exclusions. Donc, les étudiants les personnes qui viennent faire des études au primaire ou au secondaire ne sont pas pris en compte dans ce quota-là. Donc, on sait clairement que la plupart des gens qui viennent étudier au Canada ne viennent pas faire des études primaires ou secondaires. Donc, voilà pourquoi on peut simplement exclure ces catégories d'étudiants. Mais aussi, les personnes qui viennent étudier en maîtrise ou en doctorat ne sont pas comptées dans ces seuils-là. Okay? Donc, si vous venez au Canada faire un baccalauréat, un diplôme universitaire, hormis maîtrise et doctorat, vous êtes donc inclus dans ces quotas. Donc, on sait que la plupart des personnes qui viennent au Canada viennent justement faire des formations, soit de 2 EP, soit de cégep, soit de baccalauréat de cycle de 3 ans. Donc, c'est vraiment la grosse majorité de ces personnes qui sont impactées par ces seuils-là. Donc, voilà pourquoi on essaie de mettre les quotas pour ces catégories d'étudiants parce qu'on s'entend que les gens qui viennent au Canada étudier en maîtrise ou en doctorat sont déjà très peu. Ok, donc l'objectif ici étant vraiment de réduire au maximum l'afflux des étudiants internationaux. On doit aller cibler donc les catégories les plus importantes. Donc, il faut également savoir que le permis de travail post-diplôme également a été touché. Auparavant, donc, lorsque vous faisiez des études au Canada, vous aviez ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. Ici, désormais, pour les étudiants qui font la maîtrise et le doctorat, ils auront un permis de travail post-diplôme de 3 ans qui leur donne comme ça plus de temps pour s'intégrer dans le marché du travail parce que d'après les statistiques, il paraît que les étudiants les personnes qui font des études de maîtrise ou de doctorat ont beaucoup plus de facilité de trouver du travail au Canada, à peu près. Donc, eux, on va essayer donc d'élargir la durée de leur permis de travail de 3 ans parce qu'avant, le permis de travail post-diplôme qui était délivré tenait en fait compte de la durée des études de l'étudiant, quoi. Donc, voilà. Donc, on pouvait se retrouver avec un permis de 2 ans et on suppose qu'en 2 ans, on n'a pas vraiment eu le temps de s'intégrer, de trouver un travail pour appliquer à la résidence permanente. Donc, ceci a été vu à la hausse 3 ans minimum. Et il y a donc également des personnes qui n'auront plus la possibilité d'avoir un permis de travail post-diplôme
Donc ça également, c'est pour prendre des mesures également pour limiter le nombre donc, de résidents temporaires au Canada. Ok, c'est-à-dire que vous venez au Canada, si votre intention c'est vraiment d'étudier, vous étudiez puis vous restez, vous rentrez chez vous, dépendamment de quel type d'études vous venez faire. Donc, ceci s'adresse surtout aux personnes qui venaient étudier dans des écoles privées, ok? En fait, si vous voulez, il y a des écoles publiques qui faisaient des partenariats avec des écoles privées. C'est un peu comme dans nos pays en Afrique, ce qu'on appelle l'université de tutelle. C'est-à-dire qu'une école privée va donner des enseignements, va délivrer le diplôme, mais c'est l'université de tutelle qui délivre le diplôme. Donc, des personnes qui viennent au Canada étudier désormais dans ce type d'université privée, là, publique-privée, des partenariats avec des universités publiques, n'auront plus de permis de travail post-diplôme, ok? Donc, vous comprenez que ça, c'est une mesure, justement, qui permet, en fait, si on ralentit, ok, le nombre de personnes qui s'intéressent à ce type d'université, ça veut dire que, par la même occasion, on réduit le nombre d'étudiants potentiels qui vont arriver au Canada. Ok? Donc, toutes ces mesures, c'est justement non seulement pour offrir une meilleure qualité d'études aux étudiants internationaux, mais également pour contrôler vraiment le nombre d'étudiants qui arrivent au Canada et vraiment résoudre ce problème de crise de logement et de tout ce qu'on vit présentement au Canada. Ok? Donc, simplement parce que ceci était également devenu du business. On s'est rendu compte que beaucoup d'écoles se créaient massivement. Il y a beaucoup d'écoles qui se créaient, qui rentraient en partenariat avec des universités publiques pour délivrer des diplômes. Mais en réalité, c'était juste que les étudiants internationaux, c'est vraiment une grosse manne. Okay? C'est une grosse manne financière pour les écoles au Canada, okay? Parce que les étudiants internationaux, ils payent beaucoup trop cher les études. Donc, ça permet, il faut rappeler que d'après les dernières statistiques, en 2023, si je ne me trompe pas, les étudiants internationaux ont rapporté au Canada pratiquement 22 milliards de dollars. OK? Et ça permet de maintenir plus de 200 000 emplois au Canada. Donc, comprenez que c'est pas quelque chose qu'on peut négliger, qu'on peut balayer du revers de la main. C'est des mesures qui sont prises pour les 2 prochaines années. Le temps peut-être de relancer la construction, de construire et de revoir vraiment clair dans cette démarche d'immigration et dans la façon dont les choses sont faites présentement. Donc, ces mesures sont prises dans ce sens-là. Donc, comme vous pouvez également le constater, il y a également la restriction du permis de travail ouvert, OK? Vous le savez certainement, beaucoup de personnes considèrent les études au Canada comme une façon d'immigrer. Ok, c'est une façon directe ou indirecte d'immigrer, on va le dire comme ça, parce que lorsque vous arrivez au Canada et que vous avez une famille, le Canada vous donne la possibilité comme ça de venir avec votre famille, femme et enfants. Pendant que vous êtes aux études, votre femme, elle a un permis de travail ouvert et vos enfants ont également un permis d'études, un truc comme ça. Donc, il y avait possibilité donc pour une conjointe ou un conjoint d'immigrer avec sa famille dans le volet études. Pendant qu'il est aux études, monsieur ou madame aux études, madame a un permis de travail ouvert. Donc, ceci, ça sera plus possible. Désormais, le permis de travail ouvert sera délivré uniquement. Le permis de travail ouvert pour la conjointe ou le conjoint d'un étudiant sera délivré uniquement aux personnes qui font des études de maîtrise ou de doctorat. Uniquement. Donc, vous comprenez donc que ceci également va permettre de réduire le nombre de demandes de permis d'études et orienter potentiellement les gens vers les vraies procédures d'immigration. Ok, voilà dans l'ensemble de mesures qui ont été prises jusqu'ici pour comme ça réduire et résoudre ce problème-là dont on en parle depuis un certain temps. Et la première cible qui a été touchée, c'était vraiment les étudiants. Mais on est d'accord, les étudiants, oui, ont majoritairement immigré au Canada depuis dans les dernières années. Mais ce que l'immigration essaie de réduire, c'est surtout l'immigration, les résidents temporaires. OK? Dans une autre mesure que je n'avais pas mentionnée ici, c'était justement que en janvier 2024, l'immigration avait déjà vu à la hausse le montant minimum requis qui était de 20 600, qui est monté à 20 630 $, contre 10 000 $ à l'époque.
qui sont en fait ce qu'on peut appeler les frais de subsistance, ok? C'est-à-dire que lorsque vous venez étudier au Canada, on vous demande de démontrer que vous avez au moins un minimum d'argent qui va vous permettre comme ça de vous prendre en charge une fois rendu ici. Donc, pour freiner donc cette augmentation-là d'immigrants et aussi pour équilibrer ou bien rejoindre en fait les nouveaux seuils de montant minimum de subsistance en fonction de l'économie actuelle, du niveau de vie actuel qui a beaucoup évolué au Canada et ces montants qui n'avaient pas été réévalués depuis plusieurs années. On a donc revu à la hausse le montant à 20 000 $ contre 10 000 $. Donc, ceci, ça venait déjà quand même annoncer qu'il y avait des mesures de réticence en fait au niveau de l'immigration canadienne. Et voilà quoi. Donc voilà un ensemble de mesures qui ont été prises, mises sur pied. Et désormais, d'ailleurs, en plus de ces montants, il va falloir que vous payiez entièrement les frais de scolarité. Ok, si vous voulez comme ça obtenir votre permis d'études au Canada. Donc ça devient très dur, les amis. Ça devient très dur de décrocher un permis d'études au Canada. Et en plus de cela, le gouvernement fédéral souhaite baisser de 6,2% la proportion de résidents temporaires au sein de la population canadienne d'ici 2027. Donc, lorsqu'on parle de résidents temporaires, justement, ça inclut les étudiants, les travailleurs temporaires, ok, ceux qui ont des permis de travail et notamment les demandeurs d'asile. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui constituent donc la résidence temporaire au Canada. Donc, on va passer de 6,2% à 5% d'ici 2027. Donc, vous comprenez que les seuils d'immigration dans ces catégories-là vont beaucoup diminuer. On parle comme ça de ceux qui viennent étudier, de ceux qui viennent au Canada avec un permis de travail fermé ou ouvert. Lorsqu'on dit permis de travail fermé, c'est ceux-là qui viennent comme ça au Canada avec des offres d'emploi. C'est-à-dire qu'une entreprise vous a trouvé dans votre pays, vous a sélectionné et vous venez au Canada pour occuper un emploi parce qu'on n'a pas pu trouver la main-d'œuvre sur place. Donc ça va être réduit. Et également les permis de travail ouverts, comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui pouvaient soit venir au Canada avec un permis de travail et faire venir leur conjoint. Donc, les gens qui sont au Canada avec un permis de travail fermé pouvaient demander un permis de travail ouvert pour leur conjointe. Également, des gens qui étaient au Canada avec un permis d'études qui pouvaient demander un permis de travail ouvert également pour leur conjointe. Donc, comprenez que ça ne sera plus facile, ok? Ça sera toujours possible avec les restrictions et les mesures que j'ai présentées tantôt, mais l'objectif final, c'est de réduire ça considérablement. Donc, les résidents temporaires, une catégorie d'immigration qui regroupe les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers et temporaires et les demandeurs d'asile, représente 6,2% de la population canadienne. Donc, c'est à peu près 2,5 millions de personnes en 2023. Okay? D'après les dernières annonces de Statistique Canada. Si vous voyez ici la courbe d'évolution justement des résidents temporaires au Canada, vous voyez que entre 2021 et 2023, il y a vraiment une forte croissance. On a quitté des seuils de pratiquement entre 3 et 4% jusqu'en, disons, 2022 à pratiquement 6%. Donc, ça a presque doublé en 2 ans. OK? Donc, on doit s'assurer donc que le nombre de résidents temporaires qui font leur entrée au Canada soit à un niveau soutenable, OK? Tout en respectant les engagements humanitaires et en tenant compte des priorités du marché du travail. Donc, ça veut dire que d'après l'annonce du ministre Mac Miller, désormais, ça sera beaucoup plus allégé d'obtenir un permis de travail pour les gens qui font dans les métiers de la construction ou de la santé. Mais toutes ces personnes qui venaient avec un permis de travail, soit dans la restauration, soit, bref, ça ne sera plus évident, OK? Désormais, il va falloir démontrer que vous n'avez pas trouvé. Les entreprises doivent démontrer qu'ils n'ont pas trouvé la main-d'œuvre sur place, autant pour les citoyens, pour les résidents permanents et pour les demandeurs d'asile. Il faut démontrer que vous avez également regardé au niveau des demandeurs d'asile qui sont déjà au Canada et que vous n'avez pas trouvé la main-d'œuvre avant d'aller la chercher à l'extérieur. Et puis également, la proportion de travailleurs
étranger avec un permis de travail fermé qui, à l'époque, était de 30%, sera réduit à 20%. Donc, une entreprise ne pourra avoir qu'un effectif de 20%, OK, dans sa liste de travailleurs. Donc, ça, on vient donc réduire également comment dire, le nombre, les effectifs, OK, de travailleurs étrangers dans la liste des entreprises parce que on s'est rendu potentiellement compte que les employeurs avec dans cette facilité-là rapidement à se tourner à l'extérieur, aller chercher la main-d'œuvre étrangère contre comment dire, les besoins, bien contre la main-d'œuvre qui est déjà existante sur place. J'ai pas les éléments pour démontrer ce que je suis en train d'affirmer là, mais d'après les dits et les faits, c'est ça. Donc, on va essayer de réduire au maximum pour donner la possibilité de recruter, vraiment de chercher sur place avant de se tourner à l'étranger. Donc, nous demanderons qu'après avoir considéré les citoyens canadiens, les résidents permanents et les réfugiés, les employeurs donnent la priorité aux demandeurs d'asile. Donc, ça, c'est ce que je viens justement de dire. Alors, les intentions d'Ottawa ont été accueillies. Bref, je ne vais pas lire ça. Ici, vous pouvez voir donc qu'au Québec, on comptait 528 000 résidents non permanents en 2023, ce qui représente à peu près 46% en un an. Un bond de 46%. Donc, 528 000 résidents permanents au Québec, un bond de 46%, c'est énorme, les amis. Et voilà pourquoi il faut absolument réduire ce seuil-là. OK? Et comme vous avez vu, la plupart des comment dire, des profils qui ont commencé à être touchés, premièrement, c'était les étudiants, parce que il faut comprendre que les étudiants, les travailleurs étrangers, c'est de l'immigration non contrôlée, ok? L'immigration n'a pas de chiffres palpables, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de seuil comme la résidence permanente, ok? Cette année, par exemple, on sait que, par exemple, au Québec, on va peut-être accueillir 55 000, 60 000 résidents permanents. Ça, c'est connu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint les 60 000, on arrête de faire entrer du monde. Vous voyez, il y a possibilité de faire un suivi, de contrôler le flux, ok? Par contre, au niveau des étudiants, les gens demandent des admissions. Une fois qu'ils obtiennent des admissions dans les universités, ils demandent les permis d'études ou les visas, on les délivre les visas. Ok. Donc, désormais, vous voyez qu'il y aura un seuil, on va pouvoir contrôler, on va pouvoir mesurer le flux. Ok. Au niveau des travailleurs étrangers temporaires, on va pouvoir réduire considérablement pour contrôler tout ça. Donc, vous avez donc vu à l'entame de la vidéo, je vous ai présenté cet extrait ici. Je pense que c'est ça. OK. Je vous ai présenté cet extrait de cette famille qui doit refouler. OK. C'est simplement parce qu'il y a une mesure du ministre qui commence à justement refouler la plupart des demandeurs d'asile qui sont présentement au Canada, qui n'ont pas eu de réponse favorable à la Cour. Donc, ils doivent désormais quitter, OK, le territoire. Actuellement, il y a possibilité lorsque vous avez eu un refus de la Cour, vous avez possibilité de faire de nouvelles demandes. Je pense jusqu'à 2 demandes. Et je pense que cette mesure également doit être revue pour que, une fois que vous avez eu un refus, que vous n'ayez plus d'autres alternatives, ok, que vous n'ayez plus d'alternatives et que vous retournez simplement chez vous. Alors, je profite donc ici pour dire à des personnes qui souhaitent immigrer parce que on a parlé de beaucoup de demandeurs d'asile cette année au Canada. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, ok. Vous vous rappelez, j'ai fait des vidéos dans lesquelles je vous disais une procédure de visa visiteur n'est pas une procédure de résidence permanente. Venir visiter au Canada, ce n'est pas venir pour rester de façon permanente. Donc, pas mal de vidéos là que j'ai faites là-dessus pour vous alerter et vous faire comprendre que si vous voulez venir au Canada de façon permanente, il y a des procédures qui existent qui vous permettent de venir de façon permanente. C'est quand même triste parce que on voit toujours des personnes qui s'entêtent, des personnes qui veulent immigrer mais qui ne prennent pas vraiment à cœur leur projet, qui ne font pas des recherches pour faire des bonnes choses, pour prendre des bonnes décisions. Moi, je vous ai toujours dit ici, avant de
de tenter autre mesure, que ce soit autre procédure d'immigration, que ce soit valider d'abord que vous n'avez pas les capacités de faire une procédure de résidence permanente. Je vous ai déjà dit, si vous avez un diplôme d'études universitaires, alors, et que vous êtes capable de justifier une année d'expérience, allez simplement passer un test de langue, rentrer dans les bassins et les amis, vous allez forcément venir au Canada. Ça peut prendre du temps, mais ça finit toujours par aboutir. Lorsque vous avez la persévérance et que vous croyez à votre projet, c'est juste une question de patience. Ok, ça ne sert à rien de dire j'ai le diplôme qu'il faut, je suis capable de faire tout ce qu'il faut, mais je préfère trouver les raccourcis, soit pour venir au Canada avec un permis de travail fermé, soit je vais venir comme visiteur et puis sur place, je vais essayer de trouver des stratagèmes pour rester de façon définitive au Canada. Ça ne sert à rien parce que comme cette dame qu'on a présentée ici avec sa famille qui doit être refoulée au Nigeria, il y a beaucoup de familles comme ça au Canada qui sont en attente, qui oui présentement ont des permis de travail, qui sont en train de travailler, mais pour plus de 50%, parce qu'il faut comprendre que il y a moins de 45% de demandeurs d'asile qui obtiennent une réponse favorable. Ça veut dire que tout le reste, plus de 50%, obtiennent des refus. Et donc, c'est des personnes qui doivent être déportées dans leur pays. Alors, soit vous choisissez que vous prenez le risque de faire une procédure au hasard d'immigration avec votre famille, soit vous restez tranquillement chez vous, prenez le temps et la patience, montez un bon dossier et que vous fassiez une vraie procédure de résidence permanente qui vous permet de venir rester et de façon légale et définitive au Canada. Ok, ça ne sert à rien de tout le temps qu'on balance ce type de vidéo. Oui, pour ce cas-ci, c'est peut-être des personnes qui fuient vraiment la guerre chez eux, qui essaient d'échapper à quelque chose chez eux, mais on a compris qu'il y a également beaucoup de personnes qui utilisent mal les procédures d'immigration, qui pensent que on peut venir au Canada comme visiteur, puis on va demander l'asile et on va rester, même si on a moins de chances comme ça d'avoir une acceptation. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous demandez l'asile que vous allez forcément avoir une réponse favorable et que vous allez rester au Canada. De vous prendre en compte l'autre côté qui est beaucoup plus important en termes de pourcentage, c'est-à-dire les refus. Ok, il faut donc considérer également que vous pourriez obtenir un refus. Donc, vous allez être refoulé dans votre pays avec votre famille, si vous êtes venu avec de la famille, et que ça n'aurait vraiment servi à rien. Ok, je pense encore à cette jeune demoiselle qui m'a écrit récemment, qui a une licence en informatique, qui me contacte parce qu'elle me demande mon aide pour faire une évaluation de ce diplôme, parce que avant de faire une licence en informatique, elle avait également fait une formation d'aide-soignante comme ça. Et elle me disait qu'elle a quelqu'un, contact au Canada qui veut l'aider à trouver un emploi en tant que dans le domaine de l'aide-soignante, en tant qu'aide-soignante, en tant que préposé aux bénéficiaires. Et la personne avait besoin qu'elle fasse donc son évaluation de diplôme, de proposer est-ce que je pouvais l'aider avec ça. En discutant avec la demoiselle, je lui ai fait comprendre que, bref, en échangeant, j'ai compris qu'elle avait une licence en informatique, elle a moins de 30 ans. Je lui ai fait comprendre qu'avec son diplôme d'informaticienne, ça fait partie des domaines très en demande au Canada et qu'il lui suffisait de passer un test de langue et qu'elle pouvait venir au Canada directement comme résidence permanente et que le permis de travail qu'on lui proposait, non seulement c'était pas une certitude, c'était pas un acquis qu'elle devait l'obtenir, en plus elle se mettait en danger parce que venir au Canada avec un permis de travail fermé ne vous garantit rien. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Canada avec des permis de travail fermés, mais au bout de 6 mois, 4 mois, certains même 2 mois, l'employeur met un terme au contrat parce que pour X ou Y raison, l'employeur a la légitimité de mettre un terme à votre emploi. Voilà pourquoi on dit permis de travail. Voilà pourquoi vous entrez dans la catégorie de résidence temporaire. C'est pas permanent. Vu que c'est temporaire, ça veut dire qu'à tout moment, tout peut s'arrêter et vous devenez quelqu'un sans statut au Canada. Vous devez soit vous battre pour trouver un autre contrat de travail, un autre employeur, et Dieu seul sait combien c'est compliqué d'obtenir un emploi, un autre employeur qui va vous donner cette opportunité-là, soit vous devez rentrer dans votre pays. Donc,
Il y a donc beaucoup de personnes comme ça qui prennent des mauvaises décisions, pourtant qui ont toutes les compétences, tous les atouts, toutes les habilités pour venir tranquillement au Canada, paix d'esprit en tant que résident permanent, mais peut-être par ignorance prennent des mauvaises décisions. Mais ce qui me dérange souvent, c'est que malgré toutes ces personnes-là ne veulent quand même pas comprendre le conseil qui est donné, ok? Lorsque vous essayez de leur ouvrir l'esprit, de leur faire comprendre un certain nombre de choses, les gens aiment plus la facilité, ok? Quelque chose qui va aboutir tout de suite, ok? Parce qu'on dit, ok, permis de travail dans 6 mois, 7 mois, tu es au Canada, oui. Résident permanent, ça va te prendre 1 an, 1 an et demi. Non, je préfère prendre ce qui va me coûter 6 mois puis aller au Canada. On regarde pas, on pèse pas vraiment sur la balance qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, et on se jette comme ça à l'eau. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les prochains mois, les amis. On n'est pas au bout de nos surprises. Si vous avez décidé que vous voulez immigrer au Canada, allez-y rapidement. Ici, on voit également le gros bond de résidents temporaires au Canada. Ok, ça vraiment, la croissance est vraiment très accélérée. Ici, vous voyez, les résidents temporaires ont vraiment augmenté au Canada et il y a donc raison de mettre un terme à cela. Ok, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé nos contenus. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce, un partage et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. Salut!